Au sommaire de ce journal, la session ordinaire des lois tend vers sa fin à l'Assemblée nationale. Les députés ont examiné et adopté ce mercredi plusieurs textes, notamment le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Une cyberattaque d'une forte ampleur a touché plus de 2000 sociétés dans le monde. Elle a entraîné de nombreuses perturbations dans les transports. Vous en aurez plus de détails dans cette édition d'information. Mes téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Actualité parlementaire pour commencer. Les députés étaient réunis en plénière ce mercredi au compte de la session ordinaire des lois qui tend vers sa fin. Il a été question d'examiner et adopter plusieurs textes, notamment le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Explication en Sobal Baldé, Abdoulaye Keita. Le protocole d'accord entre la Guinée et la Turquie relatif à la coopération dans le domaine de l'éducation, le Code international de navigation de l'OMVS et le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme étaient, entre autres points, inscrits à l'ordre du jour de la présente plénière. Après les débats, ces trois textes ont été votés à l'unanimité des députés présents dans l'hémicycle. Les ministres concernés par ces textes se sont tour à tour succédés à la tribune pour donner des explications sur ces documents. Le plus important, c'est de qualifier notre système d'enseignement, aussi bien à tous les niveaux, primaire, secondaire jusqu'au supérieur, pour que la majorité des Guinéens puissent étudier correctement dans notre pays. Vous avez des juridictions éparses. Dans le cas africain, vous avez une concomitance entre deux juridictions, c'est-à-dire la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, d'un côté, et la Cour de justice africaine de l'autre côté. L'importance de ce qui vous est proposé, c'est la fusion entre ces deux juridictions. Parmi les trois textes adoptés, le Code international de la navigation de l'OMVS est celui qui a le plus attiré l'attention des députés. Ils ont posé des questions sur les points qui les inquiétaient et le ministre de l'Énergie, qui a introduit le texte, y a apporté des éléments de réponse. On a parlé aussi de l'environnement. Le haut bassin du fleuve Sénégal, c'est-à-dire je veux parler de la zone de Tougué, regorge plus de 5000 chimpanzés qui se raréfient surtout en République de Guinée, mais dans toute la sous-région. Alors, les études c'est-à-dire les études d'impact environnemental et social sont en cours en ce moment pour pouvoir tenir compte de la présence de ces chimpanzés. Concernant le protocole portant amendement du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, le président de la commission des lois est revenu sur les compétences que cet amendement va attribuer à cette Cour de justice. Par rapport à la compétence de la Cour, le protocole prévoit que la Cour est investie d'une compétence originale et d'appel, y compris une compétence pénale internationale, ainsi que d'une compétence pour d'autres questions aux appels similaires prévus par tous autres accords éventuels. Restons à l'Assemblée nationale pour parler de cette polémique autour des prétendus avantages démesurés que les députés voudraient s'accorder à travers le futur règlement intérieur du Parlement guinéen qui serait en discussion en intercommission. Depuis la fuite de l'information sur ce document à adopter dans les prochains jours, certains observateurs reprochent aux élus du peuple de ne penser qu'à leurs propres intérêts, oubliant ainsi les préoccupations du bas peuple. Habib Baldé de la majorité parlementaire et Fodé Bouakar Mareka de l'opposition ont réagi à ces accusations. N'est-ce pas, Justine Tonguino? Habib Baldé, député de la majorité parlementaire, refute catégoriquement les accusations formulées par certains observateurs contre les députés de l'Assemblée nationale concernant le contenu du règlement intérieur que les parlementaires doivent adopter pour le fonctionnement de leur institution. Pour lui, ce n'est d'ailleurs pas le règlement intérieur proprement dit qui est en discussion, mais plutôt
une proposition de loi dans ce sens. Pour le moment, nous sommes dans la phase de proposition de loi. Et dans une proposition de loi, vous retrouvez beaucoup de choses qui peuvent être dites. Mais dans les travaux à l'Assemblée nationale, surtout dans les travaux de commission, il y a de ces amendements qui peuvent être apportés. Ces amendements peuvent toucher à la suppression d'un article, à la modification d'un article ou à l'augmentation d'une nouvelle disposition. Pour ceux qui disent que les députés veulent s'octroyer des avantages surmesurés en augmentant par exemple leur salaire à travers ce règlement intérieur, le jeune député précise. Nous n'avons pas augmenté nos avantages et nous n'avons pas l'intention de le faire. C'est vrai que l'homme est insatiable, mais ce débat n'a jamais eu lieu à l'Assemblée nationale. Donc je me demande d'où est venue cette information et pourquoi les gens ont tendance à créer, à polémiquer ou à créer des choses qui n'en vaut pas la peine. Il revient sur ce qu'auraient voulu faire les députés dans leurs propositions. Ce que nous avons plutôt voulu faire, c'est de voir dans cette proposition de loi, c'est de codifier les avantages que les députés, mais même à ce niveau, il y a des divergences de point de vue. Fodé Bokar Marega de l'UFDG, lui, ne bondit pas dans le même sens que son collègue de la majorité. Lui a dénoncé ce qu'il appelle avantages surfacturés qu'a voulu s'octroyer le président de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà un président de l'Assemblée nationale qui s'est octroyé 600 millions pour sa propre retraite. Vous savez, moi j'ai appelé ça du vol, mais pour beaucoup il paraît que c'est la souveraineté. Et donc quand c'est la souveraineté, bon, on ne peut rien. Mais je dirais simplement que ça, pour moi, c'est un acte délictuel. C'est un vol qualifié. Pour lui d'ailleurs, cette proposition de règlement intérieur à l'état actuel est impossible de connaître en vote des députés. Nous ne voulons pas tergiverser, blaguer. Et avec ce règlement intérieur, il est extrêmement important. Mais nous savons qu'en l'état, les propositions mises en place sont impossibles à voter. Donc, en l'état, le règlement intérieur qui est là, sur la table, ne peut pas être accepté. Un tout autre sujet à présent, bonne nouvelle pour les anciens clients de la Banque africaine de développement agricole et minier en faillite depuis plus de 4 ans. La crise financière qui a conduit à la fermeture de cette banque avait fait beaucoup de mécontents qu'on a appelé les victimes de la Badam. Après une série de manifestations de rue suivies d'autres démarches anonymes, ces victimes, comme on les appelle, seront bientôt remboursées. C'est ce qu'a déclaré Lansana Diawara dans l'émission Café Débat de ce mercredi. Il était à la tête des différentes manifestations organisées pour réclamer l'argent des anciens clients de la Badam. Suivez le décryptage d'Omar Kondi. Dès les premières heures de faillite de la Badam, une série de manifestations a été enclenchée par les clients. Des manifestations à travers lesquelles certaines victimes ont exprimé leur souffrance. C'est le cas de ce client handicapé qui, à l'époque, a dénoncé l'indifférence d'Alpha Kondi. Ça fait 3 ans, 8 mois, Récemment, cette banque, à travers un communiqué, a annoncé le remboursement de sa clientèle qui était presque dans le désespoir et avait boudé les manifestations. Lansana Diawara pense que cela est le fruit des plaidoyers qu'ils ont menés. La dernière manifestation que nous avons organisée, c'était le 11 septembre 2015, puisqu'il fallait donner la chance aux plaidoyers. Finalement, c'est ce qui a payé. C'est ce plaidoyer que nous avons fait, c'est le lobbying que nous avons créé autour de ce dossier. Après plus de 5 mois de manifestations de rue. Et c'est là, d'ailleurs, je profite de votre antenne pour remercier des personnalités jusqu'aujourd'hui qui sont impliqués avec nous pour pouvoir régler cette situation et qui a quand même endommagé plusieurs familles à l'époque. Aujourd'hui, on s'en félicite, on se frotte la main. Selon cet activiste de la société civile, cette banque est allée en faillite avec un montant de 36 milliards de francs guinéens qui doit être remboursé. Il explique le processus de mobilisation de cet argent. Il y a un montant total de 36 milliards de francs guinéens à l'époque qui ont été perdus des radars. 36 milliards. 36 milliards de francs guinéens. Et à l'époque, M. Moriba, avec tout son clan de délinquants économiques qui gérait cette banque au quotidien. Et quand on parle de liquidation d'une banque, c'est pas que c'est l'État qui prend l'argent dans la poche ou dans ses caisses pour pouvoir rembourser les gens. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est que la banque
avait des biens avant d'aller en faillite. Dès que la banque part en faillite, ce sont ces biens qu'on revend, qu'on reverse au compte d'un liquidateur qui est nommé donc par le gouverneur de la Banque centrale, qui gère ces fonds et qui redistribue à l'ensemble des victimes. Alors c'est comme ça la chose est en train de se passer. Voilà le processus qui est en cours. Café débat en intégralité, c'est tout à l'heure à 21h30. Actes terroristes et tentatives de coup d'État, c'est la piste que le président du Venezuela a privilégiée après la chute depuis un hélicoptère de 2 grenades sur la Cour suprême du pays. Cet incident intervient alors que Nicolás Maduro est confronté à une série de manifestations des opposants depuis plusieurs mois maintenant. Suivez. Le ciel gronde à Caracas. Des déflagrations qui proviennent de tirs lancés par 7 hélicoptères. Ils tournent au-dessus du siège de la Cour suprême vénézuélienne. 4 grenades auraient été lancées et des coups de feu tirés en direction du ministère de l'Intérieur. Au sol, les chars quadrillent la zone, ici autour du palais présidentiel. Nicolás Maduro, en pleine célébration de la journée du journalisme, dénonce une attaque terroriste. J'ai activé toutes les forces armées pour défendre l'ordre. Nous allons saisir très vite l'hélicoptère et ceux qui ont réalisé cette attaque terroriste que je condamne. Je demande à l'opposition d'en faire de même. L'hélicoptère appartiendrait à la police scientifique du Venezuela. Des photos circulent sur les réseaux sociaux. Sur cette bannière, le numéro 350 fait référence à l'article de la Constitution octroyant au peuple le droit de rejeter un régime antidémocratique. À l'intérieur de l'appareil, le pilote supposé répondrait au nom d'Oscar Pérez. Dans une vidéo postée sur son compte Instagram, il se dit à la tête d'une coalition de militaires destinée à restaurer la démocratie. Vénézuéliens, chers frères, nous ne parlons pas au nom de l'État. Nous sommes des nationalistes, des patriotes. Les forces de sécurité de l'État ne sont pas associées à notre combat. Nous luttons contre l'impunité forcée par ce gouvernement. Le chaos a pris ses quartiers à l'Assemblée nationale où une bagarre générale a éclaté. D'un côté, les députés qui tentent de sortir, de l'autre, les militaires qui les contiennent. Un siège qui aurait duré plusieurs heures selon le président du Parlement qui annonce sa levée sur Twitter. Le Venezuela connaît depuis début avril une crise politique violente qui a fait au moins 75 morts. Ce nouvel affrontement n'aurait fait aucune victime. Comme annoncé dans les titres, encore une cyberattaque extraordinaire. Elle a touché plus de 2000 sociétés dans le monde, entraînant des perturbations majeures, notamment dans le secteur des transports. Les hackers demandent des rançons pour rétablir les systèmes des ordinateurs affectés par le virus WannaCry. C'est le deuxième acte de cybercriminalité mondiale de telle ampleur en 3 mois. Suivez. Des avions cloués au sol et des passagers obligés de débarquer car leur vol est annulé. Depuis hier, l'aéroport de Kiev fait partie des principales institutions touchées par une nouvelle cyberattaque mondiale et les retards s'accumulent. À quelques kilomètres de là, au cœur de la capitale ukrainienne, ce sont les distributeurs automatiques qui sont paralysés. Impossible de retirer de l'argent liquide car certaines banques ont été infectées. Depuis le début de la crise, les cyberservices de la police ukrainienne ont recensé plus de 200 plaintes. Elles concernent principalement des institutions privées mais aussi publiques et nos équipes sont au travail pour tenter de contrer cette menace informatique. Plus inquiétant encore, le système de surveillance des radiations de la centrale de Tchernobyl a lui aussi été endommagé. Et depuis hier, les relevés se font désormais manuellement. Alors qui sont ces cybercriminels qui s'en prennent aux transporteurs comme aux banques et demandent des rançons? Leur but est avant tout financier. Ce sont des malfaiteurs qui n'extorquent que l'argent. Ce sont des cybercriminels ordinaires qui sont spécialisés dans l'extorsion de fonds. Ils n'ont aucun motif politique. Pour faire face à cette menace, les spécialistes recommandent de faire des mises à jour régulières sur votre ordinateur et de ne jamais payer d'éventuelles rançons. L'expérience montre que la plupart des gens qui payent effectivement la rançon ne reçoivent jamais après les éléments qui sont nécessaires pour déchiffrer les fichiers qui auront été bloqués par le virus. En France,
Plusieurs entreprises comme la BNP, Saint-Gobain ou la SNCF ont été la cible de ces attaques, mais aucune n'a été durablement touchée. Voilà, mes téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Tout le plaisir a été pour moi de vous informer. Au revoir et bonne suite de programme sur Gangon TV.